Ha sido entrenador en grandes clubes y selecciones nacionales, como la de Guinea y Marruecos. A continuación, un repaso de sus participaciones en distintas competencias. Fue notablemente entrenador de las selecciones femeninas de Guinea y luego de Marruecos. Ganador del trofeo Remembrance 2012, Copa Africana de Naciones en el 2013, Campeonato Africano en Naciones en el 2014, ganador del Trofeo Challenge 2016, segundo lugar en el Trofeo Desafío en el 2016, Campeonato Africano de las Naciones en el 2016, ganador del Trofeo Seulika Nairi 2016-2017, que eso fue en Marruecos, Copa Africana de Naciones Junior 2018, Campeonato Africano de Naciones en el 2018 y Juegos Africanos 2019. Cabe recalcar que lo ha hecho con el equipo femenino y con el equipo masculino, pero más con el equipo femenino. Hola Alejandra, cuéntanos. Bonjour les amis, bienvenue à notre livraison du canal officiel de handball Ligne de 6. Nous avons avec nous Kevin Deco qui a un excellent CV sportif puisqu'il a été entraîneur dans des grands clubs et sélections nationales comme en Guinée et du Maroc. Ensuite, un tour d'horizon de ses participations dans différentes compétitions. Il a notamment été entraîneur des sélections féminines de Guinée puis du Maroc. Vainqueur du trophée Remembrance 2012, Coupe d'Afrique des Nations 2013, Championnat d'Afrique des Nations 2014, vainqueur du trophée Challenge 2016, deuxième place dans le trophée Défi en 2016, Championnat d'Afrique des Nations en 2016, vainqueur du tournoi Sulika Nasri 2016, 2007 à Juda, Coupe d'Afrique des Nations Junior 2018, Championnat d'Afrique des Nations 2018, Jeux africains 2019 avec l'équipe féminine et avec l'équipe masculine du Maroc et de Guinée. Hola Kevin, ¿cómo estás? Bonjour Kevin. Comment ça va? Hola, bonjour, ça va très bien. Dice que va muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de tu vida, cómo has sido como entrenador ahora. Vamos a preguntarte unas cuantas cositas y nada, pues gracias a las personas que de a poco se van conectando y haciendo un poco de conversación con Kevin. Bueno, Kevin, cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios en el balonmano? ¿Cómo conociste este lindo deporte? Aujourd'hui, on va parler de ta vie et de comment tu as commencé le sport. Dis-nous comment était ton début au handball, comment as-tu connu ce beau sport? Alors, j'ai commencé très très jeune, enfant, à l'école, j'ai connu ça. Ma première expérience, c'était au collège, donc au niveau de mon prof de sport de PS. Et j'ai découvert le handball à ce moment-là en tant que pratiquant. Ça s'est très bien passé. On a gagné des compétitions au niveau du collège. Donc, on m'a orienté vers un club, le club qui est à proximité de chez moi, donc le club de Cergy. Et puis, j'ai débuté ce sport grâce au collège. Et puis, comme il y avait des résultats, je prenais du plaisir. On se retrouvait avec les copains. Et bien, j'ai continué cette pratique-là. Comenzó muy joven desde el colegio, desde la escuela. Y su primera experiencia en un torneo fue en colegio, que tuvo grandes amigos gracias al deporte y ganaron algunos torneos a nivel de colegio. Y gracias a eso empezó así su amor por el deporte y luego como entrenador. Ok, bueno, también nos puedes contar cómo fue ese salto de ser jugador a entrenador de balonmano. ¿Fue difícil, fácil, te costó? Comment s'est passé ce changement d'être joueur à entraîneur de handball? C'était difficile, facile ou pas?
Non, non, pas parce que en fait, ça a été par contrainte au départ. Je me suis blessé 3 fois au niveau de mon genou gauche. J'ai eu 3 ruptures du ligament croisé. Je me suis fait opérer à 2 reprises. Je devais faire une troisième fois, mais j'avais plus le courage et puis mon genou était plus solide et j'avais des problèmes de l'autre genou. Donc, bah, j'ai décidé d'arrêter le handball, mais je suis resté malgré tout parce qu'on m'a proposé de continuer et d'apprendre à entraîner les jeunes. J'ai commencé par les jeunes, où on m'a pas payé ma formation d'entraîneur. Donc, j'ai commencé par là et j'ai pris le goût du coaching et de l'entraînement on va dire, grâce ou à cause de ma blessure. Empezó todo por una lesión que se operó y luego le empezó a afectar la otra rodilla y ahí es que decidió ser entrenador y empezó por los más jóvenes que ya se sentía como que cuando ya se sentía sólido, decisivo ya, a ser entrenador, decidió empezar con los más grandes. Y todo por la rodilla derecha. Entonces quiere decir que para todas las personas que nos están conectando y nos están viendo, quiere decir que a futuro las personas que se vayan lesionando creo que vamos a tener que ir yéndonos por esa rama de ser entrenadores. Yo creo que me va a tocar ser un entrenador porque como ya tengo una lesión voy a irme de lleno de entrenadora. Entonces, está muy bien, Kevin. Bueno, quiero que me digas cuál fue tu primera selección como entrenador, en qué año fue y cómo inició tu proceso con ellos o con ellas. Patricia dit que ici, il y a beaucoup de personnes qui ont mal à genoux et ils vont commencer à être entraîneurs pour ça. On est tous pareils alors. Ouais. En quelle année était ton première sélection comme entraîneur et comment avez-vous commencé ce processus? Alors, comme je le disais, bah, j'ai commencé suite à ma blessure au genou. J'ai commencé très tôt. J'ai commencé vers 18 ans à commencer à entraîner les jeunes. Je commençais par les jeunes. Donc, j'ai passé mes diplômes. J'ai découvert le rôle d'entraîneur. Parce que moi, j'étais un joueur à la base. J'avais pas cette vision d'être entraîneur plus jeune. Mais j'ai pris plaisir. J'ai commencé par les jeunes. Et puis, tout doucement, je me suis fait des expériences. Donc, en commençant par les jeunes, les moins de 12, moins de 14, moins de 16, moins de 18. Et puis les seniors. J'ai commencé les seniors, on va dire, 3 ans après que j'ai débuté à entraîner, par une petite équipe. Puis j'ai pris du plaisir. Petit à petit, bah, j'ai entraîné une autre équipe senior. Et j'ai monté de grade au fur et à mesure. J'ai évolué, j'ai découvert. Et je suis monté en niveau. Et j'ai pris du plaisir. Et puis maintenant, ça fait, on va dire, maintenant, ça va faire depuis que j'ai l'âge de 18 ans, pratiquement, que j'entraîne, quoi. A los 18 años empezó como entrenador de las selecciones juveniles, que menos de 16 años, 18, 17, así. Y ya luego empezó con los equipos más grandes, que luego ya como ya tuvo experiencia, descubrió cosas, tuvo su propio pequeño equipo y así empezó. Y que sí fue difícil, pero como le gustaba eso, lo pudo hacer. Oh, ya para todos creo que en algún momento se nos hace muy difícil el dejar de ser un jugador para poder ser entrenador y ayudar a otros y enseñarles lo que has ido aprendiendo día a día y a diario y más lo teórico que eso lo lees tú. Y bueno, yo creo que es muy bonito escucharte, Kevin, de verdad, saber de que después de ser un jugador te dedicaste a ser un entrenador y estás haciendo las cosas de la mejor manera. Esperemos en algún momento tenerte por acá en Ecuador y nos puedas contar más y enseñarnos un poco más de tus experiencias. Bueno, dime, ¿cómo es la práctica del balonmano en Marruecos o en Guinea y en Marruecos? Cuéntanos cómo es eso allá. Elle dit que pour tu est difficile de prendre la décision d'être entraîneur et c'est bon que tu le fais de la meilleure manière et qu'on espère de t'avoir ici en Équateur pour parler mieux.
Et comment est la pratique du handball en Guinée et au Maroc? Alors, bon, alors pour raconter la petite histoire, hein, c'était assez particulier. Moi, j'entraînais un club en France, Mantes-la-Jolie, un club de national féminin. Et j'avais invité l'équipe de Guinée à venir en France pour faire une rencontre amicale. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le handball guinéen. Donc, j'étais agréablement surpris. C'est un handball que je ne connaissais pas, différent du handball européen, très dynamique, très physique. Ça manquait un peu de technique, mais honnêtement, ils avaient beaucoup de qualités, c'est-à-dire des qualités d'endurance, des qualités, comme je disais, de vivacité. Et j'ai été agréablement surpris. Par la suite, le président m'a proposé, oui, est-ce que ça t'intéresse de venir en Guinée, découvrir le handball? Et j'ai dit, bah, pourquoi pas. Et je suis venu en Guinée, euh, on va dire 3, 4 mois après notre rencontre, et j'ai été très surpris du niveau. Parce que c'est un handball complètement différent du nôtre, mais franchement, ils ont pas à être jaloux parce qu'ils ont leurs forces et leurs faiblesses, comme tout le monde. Mais j'ai été agréablement surpris parce qu'il y a beaucoup d'engouement, beaucoup d'envie à Conakry. Conakry, c'est la capitale de la Guinée. Et j'ai bien aimé cette expérience. Et c'est par la suite qu'il m'a proposé le poste de sélectionneur. Et, et c'est là que j'ai découvert le handball. Mais honnêtement, ils ont leurs caractéristiques. Si on travaille sur les qualités techniques, ils ont beaucoup de qualités intrinsèques. Et c'est énorme. Ça, c'est pour la Guinée. Après, le Maroc, ça s'est fait beaucoup plus tard, parce que c'est récemment, ça fait il y a 2, 3 ans que j'entraînais le Maroc. Et le Maroc, c'est, on va dire que chez les filles, le handball n'est pas mis en évidence. Il y a des qualités, il y a des athlètes. C'est beaucoup d'expatriés, des filles qui jouent en France, qui ont un sacré niveau. Il y a quelques filles qui ont un bon niveau au Maroc, mais c'est le championnat. Le championnat n'est pas assez élaboré. Il faut un peu plus de moyens pour le peaufiner. Et donc, le niveau du handball marocain sur place est un peu plus léger parce qu'il manque d'entraînement, il manque de rencontres entre elles. C'est dommage parce qu'il y a vraiment des qualités sur place. No sé. Lleva como 2, 3 años entrenando al equipo de Marruecos, que más son mujeres y que más se centran en trabajar la fuerza y la vivacidad, que todas son como que no les importa nada de que si ya que son mujeres no quieren que sean tratadas así, que sean tratadas como personas iguales, en los entrenamientos, en todo. Yeah. Y así mismo que a veces mezcla los dos equipos, trata de hacer como que encuentros amistosos para poder ver cuáles son las fallas de un equipo, cuáles son los de los otros, y ahí ver como que dar indicaciones de qué es lo que deben trabajar cada uno. Y que Pato te invita a Guinea para que vayas a jugar. Dígale compañera que muchísimas gracias, que voy a tratar de hacer lo posible de conseguir el dinero para poder ir allá y me encantaría, de verdad, me encantaría. A mí siempre, creo que mi sueño siempre ha sido jugar fuera del Ecuador con otros equipos y no, o sea, sí, me encantaría conocer. Patricia dit qu'elle veut aller au Guinée parce que ce souhait, c'est de jouer avec des autres équipes spéciales d'Europe. Et elle va chercher la manière d'avoir argent pour aller. On l'invitera avec plaisir. Que recibe con placer. Pregúntele si tiene jugadoras pequeñas, porque yo no soy muy grande, soy pequeña, la mayoría aquí en el Ecuador conoce a Patricia algo que no es muy grande, entonces yo me imagino que las jugadoras de ellas han de ser de más de 1 metro a 2, entonces que si me diga si hay jugadoras pequeñas. Elle veut savoir il y a des joueurs petits, car elle est petite. Oui, bah, la joueuse guinéenne, on va dire, le morphotype guinéen, chez les filles du moins, c'est des petits gabarits, petite taille, très robustes et qui ont beaucoup d'appui, des changements de direction. C'est le caractéristique des athlètes guinéens, féminins en tout cas, parce que les hommes, ils sont costauds, mais les filles, ils sont petites de taille, effectivement.
Que sí, que en Guinea son pequeñas pero robustas y que son rápidas y que saben escabullirse y eso es lo bueno de ellas. Que la Ya bueno, mayoría son así. entonces ya saben, queridas compañeras balonmanistas ecuatorianas, si deseamos ir y llevar un equipo bueno, entonces prepárense para poder, no necesitan ser grandes, ni muy pequeñas ni nada, solo necesitan tener actitud en la cancha. Bueno, llegamos a lo bueno ahora, compañera. Bueno, y ahora bien, vamos a hablar sobre defensas en el balonmano. Algo sobre lo que es la defensa de 5-1, su metodología, vamos a hablar un poco. Pregúntale a Kevin que qué opina de la défense 5-1. Maintenant, nous allons poser des questions sur la défense au handball, en particulier le système de défense 5-1 et sa méthodologie. Que pensez-vous de la défense 5-1? Alors, moi, c'est une des défenses que j'utilise. J'utilise la 0,6, donc à plat, et j'utilise la 1,5. La 1,5, j'utilise pourquoi? Pour perturber vraiment les arrières latéraux, les joueurs qui jouent devant. S'il y a des bons arrières devant, j'utilise. Moi, c'est une défense que j'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est une défense qui est facile à utiliser, comme la 0,6, à apprendre aussi, bien sûr. Donc, c'est deux défenses que moi, j'utilise dans un projet de jeu défensif parce que c'est des défenses, on va dire, si on a les athlètes ou l'athlète pour défendre devant, elle est facile à utiliser et elle permet de trouver une cohésion défensive derrière assez rapidement. Para empezar, dice que él más usa la 6-0, porque más la 5-1 la usa cuando tiene a una persona que en serio sepa defender, que pueda perturbar a los demás, que más lo usa para perturbarlos, y que la defensa de atrás tiene que ser muy rápida. No dejarle todo al de adelante, sino todos en equipo. Pero más usa la de 6-0. O sea que en partidos, podría decir que en partidos oficiales que él ha tenido con su nivel y su trayectoria, él por lo general utiliza más el 6-0 y poco el 5-1. Généralement, tu utilises les 6-0 pour tournoi officiel plus. Non, ça va dépendre de l'adversaire. Si, et de mon équipe, bien sûr, mais ça dépend vraiment de l'adversaire. Si on a des joueuses pas dangereuses qui peuvent tirer de loin en face, on se met en 0,6 et on lève les bras. Maintenant, si vraiment c'est des joueuses qui sont dangereuses, les arrières latéraux, demi-centre, arrière droit, arrière gauche, je vais utiliser la 1,5 pour vraiment perturber la circulation du ballon et les provoquer à faire une erreur, soit essayer de faire l'essuie-glace avec les filles devant et récupérer le ballon pour se projeter vers l'avant assez rapidement. Mais il faut que les arrières en face soient dangereux pour pouvoir utiliser la 1-5. Ouais. Normalmente lo hace dependiendo del equipo contrario. Si ve que son como que muy rápidos y todo, pone 5-1. O también los pone 6-0. Para que todos defiendan y que se desplacen de un lado a otro para defender bien el área de portería. Para que esté bien defendido y no como que mandar a uno para que haga todo el trabajo. Oh, ya. Bueno, él también nos puede decir un concepto previo a la defensa 6-0, un concepto que él piense sobre esto de la defensa 6-0. Tu peux dire qu'est-ce que tu penses de la défense 0-6? Qu'est-ce que je te pense de la défense 0,6? Alors, comme je disais, c'est la plus facile. C'est la plus facile. Après, il y a en 0,6 zone, en 0,6 homme à homme. Ça dépend vraiment quel 0,6 on utilise. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, la 0,6, c'est la plus simple parce qu'on est tous alignés, on attend sur la ligne et on circule côté ballon. C'est la plus facile à adopter. La 6-0 es la más fácil porque todos están en la misma línea, todos defienden todo, todos están de un lado desplazándose de un lado a otro. Es la más fácil, la más simple y la que más conviene en un partido. Ya, ok, está bien. Bueno, nos va a tocar solamente seguir con la defensa 6-0 porque acá en Ecuador sí sabemos utilizar esa defensa 5-1 o también 3-3, que es usual en algunos entrenadores.
pero es bueno saberlo con la trayectoria que tienes, Kevin, es bueno saber que es mejor utilizar 6-0, que se mueven todos y creo que cierran más los espacios. Ici en Équateur, on utilise plus la 06, tout le monde la domine, la 3-3. Ah, comme Quelques gris. entraîneurs le font. Et c'est bon de savoir que partout, que c'est la plus facile et plus convenient d'utiliser. Par contre, la 3-3, c'est la plus difficile. Ouais. La 3-3 es la más difícil. Así es verdad. Bueno, Kevin, cuéntanos, ¿cuáles son las características de la defensa 6-0? Quelles sont les variantes des systèmes 06? Quelles sont les variantes? Comme je disais, bah, il y a homme à homme. Donc, on défend son vis-à-vis, porteur du ballon. C'est homme à homme. Il y a la 06 en zone. Donc, on défend son secteur avec les joueuses. Et là, on s'occupe plus de la personne qui a le ballon, mais le secteur. C'est les deux caractéristiques. Après, comme je dis, caractéristiques pour faire un 06, il faut des athlètes grands, costauds pour contrer les tirs, être ensemble aussi en défense, parce que si on laisse le moindre espace, eh ben, il y a but. Donc, c'est vraiment les caractéristiques de la 06. Après, la faire évoluer, comme je disais, bah, on va monter vers une 1-5, etc. Mais les premières caractéristiques d'une 06, c'est vraiment avoir des athlètes robustes, très costauds physiquement, et savoir quel dispositif on veut utiliser. Si on veut utiliser l'homme à homme, c'est différent de la zone. La primera característica de la 6-0 es como que tener jugadores robustos, que la sepan dominar. Es la más fácil, pero deben saberla dominar bien. Ya, la primera variante sería que es persona a persona. Sería como que uno jugador cada uno. Ya. La otra es que todos están parados en la línea defendiéndola, tapando todos los huecos sin que nadie entre. Que tienen que estar con como que los brazos abiertos, alzados, haciendo de todo para que no entre el balón. Ya. Que es el mejor sistema defensivo otra vez. Ya, listo, compañera. Pero también pregúntele las características de la defensa 5-1, porque me imagino que acá en Ecuador también nos encantaría saber un poco también de eso, porque sí es utilizada acá. Entonces, pregúntele también las características de la 5-1. Et quelles sont les variantes de la défense en 5? Alors, les caractéristiques de la 1-5, comme je disais, faut un athlète ou une athlète devant qui soit très fort sur les appuis pour pouvoir dissuader et faire circuler, éviter la circulation de la base arrière. Donc, soit pour essayer de provoquer de mauvaises passes, récupérer le ballon et d'aller vite vers l'avant, soit provoquer un tir rapide de l'arrière puisqu'il n'a pas de solution, la fille fait une dissuasion, ou provoquer un tir à l'aile et les enfermer à l'aile. Mais par contre, comme je disais, sur une défense 1-5, c'est pareil. Donc, il y a homme à homme en zone. C'est deux défenses 1-5 très différentes. Maintenant, il faut être très vigilant parce que si la fille ou l'homme se fait éliminer devant, ça crée forcément un décalage. Et donc, il faut être solidaire. Le numéro 3 derrière doit être solide avec ses deux numéros 2 et bien travailler ensemble pour aller provoquer un tir à l'aile. Mais pour ça, comme je disais, si on a une fille ou un homme devant qui est très fort, on peut récupérer beaucoup de ballons. Donc, c'est un avantage. Faire des contre-attaques, c'est un deuxième avantage. Et ou provoquer un tir de loin et aider la gardienne. Ale, no te escuchamos. Ah, lo siento. Que sea hombre o sea mujer, la persona que esté adelante debe ser una persona fuerte, rápida, que pueda bloquear la circulación del balón del otro equipo, que sepa hacer contraataques, que lance duro y lejos, que pueda hacer eso, y que asimismo existe la de que persona a persona, pero que la persona adelante bloqueando solo a una misma persona o desplazándose entre todo el equipo. Yes. Oh, ya, ok. Entonces los jugadores deben ser demasiado rápidos, ágiles para poder
hacer tanto sea la defensa 5-1 o la defensa 5-6. De- Bueno, Kevin, cuéntanos, ¿cuáles son las variantes que tú utilizarías en este sistema, sea en el 5-1 o en el 6-0? ¿Cuáles serían esas variantes? Quelle est la méthodologie que tu utilises de la défense 5 et 06? Alors, pour moi, je défends toujours en zone, en 0,6 zone. Comme ça permet, s'il y a des rentrées que mon joueur ne suive pas et ne perturbe pas la défense, on reste uni en défense. Ça, c'est la première des choses. Ou je peux faire une mixte. Une mixte, c'est la zone et l'homme. Donc, c'est en discutant, je m'adapte aux athlètes que j'ai. Il y en a qui vont jouer l'homme et il y en a qui vont jouer la zone. Ça, c'est une défense mixte. Ça, c'est pour la 0,6. En 1,5, je préfère une 1,5 zone. Donc, chacun défend sa zone. Comme ça ne perturbe pas les défenseurs et ils savent qu'ils doivent rester dans leur zone et pas s'occuper de l'homme ou de la personne. Donc, c'est très important. Moi, c'est les deux dispositifs que j'utilise régulièrement. Pourquoi? Parce qu'en équipe nationale, on a un temps de préparation très court. Donc, je ne peux pas mettre euh, des dispositifs défensifs très compliqués pour qu'ils les adoptent dans un temps très limité. J'ai entendu que tout à l'heure, vous utilisiez la 3-3. Quand je suis venu en Guinée, ils défendaient que tout le temps en 3-3. Tout le match en 3-3. C'était trop. Physiquement, ils étaient fatigués, ils explosaient. C'est pareil, une 1-5, ça demande beaucoup d'énergie pour la personne qui est devant. Qu'une 0-6, ça permet de souffler, de récupérer. C'est des dispositifs complètement différents. Et la 3-3, elle est bien sur un laps de temps limité. Mais sur 2 fois 30, j'ai vu ça qu'en Guinée et c'est pour ça que physiquement, ils m'ont épaté. Yeah. Más, como ya dijo, usa la defensa 0, 6-0, porque es como que una defensa que te permite descansar a tus jugadores. Que como se sorprendió que le digan que usan aquí ciertos equipos la de 3-3, porque es un equipo que te cansa es una defensa que te cansa todo el equipo. Y esa la tienes que dominar bien y que sean verdaderos atletas que puedan hacer esa defensa. Y asimismo la 6-0 no la usa como que persona a persona, sino que todos en zona, porque así permite que descansen. La 5-1 la usa así mismo en zona y el trabajo de adelante que va bloqueando la circulación del balón del otro equipo. Oh, ya, muy bien, está bien. Alejandra, que nos cuente Kevin cómo se puede trabajar la técnica individual defensiva. Comment peut-on travailler la technique individuelle défensive? Alors, ça dépend ce qu'on veut travailler. Donc, comme je disais, sur une 0,6, il faut travailler sur l'aspect athlétique, le duel, parce qu'il faut des gens costauds pour pouvoir défendre. Sur le 1,5, c'est vraiment travailler la coordination avec la fille devant, les numéros 3 et les numéros 2. Parce que si, comme je disais, devant, elle se fait déborder, derrière, ça crée du surnombre et ils vont être en difficulté, le numéro 3 et le numéro 2. Et là, oui, il faut provoquer un tir à l'aile pour essayer d'enfermer un maximum. Mais pour travailler tout simplement cette défense, il faut être vraiment en coordination et faire travailler la personne qui est devant sur ses appuis pour qu'elle fasse une sorte d'essuie-glace devant pour essayer de récupérer le ballon. Mais c'est vraiment un travail de coordination avec la fille en numéro 3 ou en numéro 2 derrière pour être dans l'échange. Et comme je dis, c'est des morphotypes, des personnes particulières qui peuvent défendre devant. Tout le monde ne peut pas défendre devant. Quelqu'un qui fait 2 mètres ou 1,95 m ne pourra pas défendre en 1,5. Ça va être très difficile. Il faut quelqu'un qui a des appuis. Donc, il faut trouver des athlètes spécifiques qui puissent défendre devant et puissent perturber la circulation de balle. Et très dynamique. Verdaderamente todo el mundo puede defender en la parte de adelante cuando se trata de 5-1, pero no es conveniente poner como que al más débil, porque por algo es un 5-1 y no debes poner al más débil, sino que al más fuerte para que defienda. Y más que todo es un trabajo de coordinación para hacer trabajar a la persona que está delante del otro equipo, la que estás defendiendo. Todo es coordinación, hacerlos mover, hacerlos estresar, perturbarlos y así. Y que más es todo correr.
Así que en sus entrenamientos lo que hace es ponerlos a correr, que sean lo más rápido que puedan, que sean resistentes y que coordinen. Bueno, queridos profesores, entrenadores ecuatorianos, ya saben, tienen que poner a correr a sus chicos, de más, creo, ¿no? ¿De qué manera podemos trabajar la táctica colectiva, Kevin? Comment peut-on travailler sur la technique collective? Sur la technique collective, qu'est-ce qu'on entend technique collective? Tactique, technique handball, c'est quoi la technique collective? Technique en balle, je pense. Technique handball, comment on peut travailler? Bah, c'est la répétition. Comment on peut progresser? Pour moi, un bon élève, faut toujours répéter la même chose. Répéter, répéter, répéter pour pouvoir acquérir. Si on répète plusieurs fois le mouvement, on l'acquiert. Ça va prendre plus de temps pour certains, d'autres ils vont travailler plus d'autres. Il y en a qui l'ont, il y a les qualités innées, il y a les grands joueurs, ils sont nés comme ça, ils ont progressé, ils ont travaillé forcément, mais moi, ce que je crois, c'est aux travailleurs, c'est aux personnes qui travaillent tout le temps, la rigueur, le sérieux, et on va acquérir forcément le mouvement. La technique, ça se travaille. Il y en a, comme je disais, longs, c'est des génies. Il y en a d'autres, non. Mais ils vont les rattraper en répétant des heures de travail, en répétant le même mouvement. Para él, la táctica con el balón es siempre repetir, 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 repetir todo siempre hasta que adquieran como que los movimientos en que en un partido se acuerden de todo lo que han hecho y que sí, que lo repiten y así van, al repetir lo van mejorando, mejorando la táctica, mejorando todo, si hay alguna falla la van corrigiendo y así. Ok, compañera Alejandra, dígale a Kevin que nos diga, o sea, vamos a hablar un poco sobre los medios tácticos básicos. ¿Qué él nos puede decir sobre esto? Parlez-nous des moyens tactiques basiques, de base. Les moyens tactiques de base. Alors, les moyens tactiques de base, il y en a plusieurs. Ce qui veut dire que ça dépend ce qu'on recherche déjà, ce qu'on veut travailler tactiquement, parce que selon, comme je dis, l'adversité, on s'adapte et on travaille une tactique spécifiée à l'adversaire. Après, moi, j'aime pas travailler forcément contre l'adversaire. Je travaille surtout pour mon équipe. On a notre spécificité. La Guinée a sa tactique, le Maroc a sa tactique, l'équipe de France a sa tactique. Chacun a une tactique spécifiée à les compétences des athlètes qu'on a. Et selon ça, on va s'adapter. Je ne sais pas, l'Équateur va défendre en 3-3. Je vais trouver la solution comment attaquer une 3-3. Ça, c'est vraiment chacun a son domaine, a son identité. Voilà. Après, c'est à nous de s'adapter. Le handball moderne évolue. Il y a beaucoup. Maintenant, le handball moderne, c'est une grosse défense, récupération. Et si on peut marquer dans un premier temps sur une contre-attaque ou une montée de balle rapide, c'est ça le nouveau schéma tactique du handball moderne. C'est grosse défense, récupération, on marque un but rapide pour pouvoir se reposer. Ou on travaille et on pose le jeu. Voilà le handball moderne. Dice que cada equipo tiene su táctica, que el equipo de Guinea tiene su táctica, el de Marruecos es la misma o una diferente y la de Francia otra. Y que la verdad él cuando entrena a sus jugadores no lo hace dependiendo de la táctica del otro equipo, sino él mismo crea su táctica, pero sí que si sabe que, por ejemplo, que dijo que en Ecuador se hace 3-3, él va a buscar la solución para poder atacar en una defensa 3-3. Y así. Que no es como que tienes que buscar no es como que tienes que tener la misma táctica del otro equipo, sino tener tu propia misma y adaptarla a tener soluciones para eso. O sea, adaptarla al equipo que él vaya a tener y cómo le vaya a dar solución. Me imagino que si son rápidos o si son lentos, me imagino que adaptarlos a eso más que todo, ¿no? Exacto, ajá. ¿Qué nos puedes decir de la táctica individual o toma de decisiones en lo que es lo defensiva? Que pouvez-vous nous dire sur la tactique individuelle ou la prise de décision défensive? Alors,
comme je disais, tactique individuelle, c'est selon toujours les éléments qu'on a. Travailler sur les athlètes qu'on a et là, on choisit un choix tactique. Si j'ai des athlètes, comme je disais, grands, je vais préférer une 0,6 parce qu'il y a moins de coordination. C'est juste se déplacer côté du ballon et je vais travailler sur l'impact physique, sur la force défensive. Si j'ai des athlètes un peu plus petits, je vais m'adapter et je vais travailler avec une 1,5, avec une fille devant qui circule vite et qui a des bons appuis pour pouvoir récupérer le ballon et se projeter rapide. Moi, j'aime bien avoir deux dispositifs. Donc, un dispositif, on va dire, de dissuasion et un dispositif plutôt de force athlétique. Donc, c'est vraiment de choisir ces athlètes face à l'adversaire qu'on va affronter. Que ce soit en attaque ou en défense, j'utilise deux spécificités qui me permettent d'avoir deux évolutions différentes. Comme ça, mon adversaire ne s'adapte pas à moi et c'est à moi de m'adapter et de trouver des solutions. Mais on les met rapidement en difficulté parce que ils sont habitués, surtout on va dire en Afrique, à avoir des athlètes plutôt costauds et robustes. Alors quand ils tombent sur des athlètes un peu plus vifs, ça les perturbe et c'est vraiment très différent. Ouais. Para empezar, él se adapta, empieza primero con la táctica individual, empieza a ver cómo juega cada jugador, cómo se va desarrollando y luego empieza con lo colectivo, va viendo en qué posición va tal cosa, tal persona y qué táctica puede realizar con esa persona. Que sus dos métodos son la disuasión y la fuerza. Así su otro equipo no se puede adaptar a su técnica y él puede tener como que tiempo, no tanto, pero para buscar la solución a la táctica que están teniendo el otro equipo y para poder entrar y poder jugar como él lo está queriendo. Ok, bueno, pregúntale también que desde qué edad es recomendable empezar a practicar los sistemas de defensa en el balonmano. À quel âge tu penses qu'on doit commencer à pratiquer la défense? À quel âge? Moi, je pense que la défense peut commencer, en tout cas, à acquérir les premiers éléments en moins de 12 ans. Moins de 12 ans, les connaissances. Les connaissances, comment on fait. Après, commencer à passer dans l'aspect physique, moins de 14. Et là, on évolue en montant en degrés. Au moins de 12 ans, c'est les connaissances tactiques, comment on défend, etc. Et moins de 14, l'aspect physique. On commence à rentrer en action. Que eso normalmente toma menos de 2 años, 2 años. Porque primero es como que el concepto de todo el concepto. Deben saber todo para luego llevarlo a la práctica física. Para que en algún momento si pasa algo, ya sepan, ellos tengan el conocimiento de lo que es y no vayan a quedar mal y así. Y en la categoría menos 14 años empiezan como que enseguida. Empiezan la fuerza, todo. Practican de todo. Porque son como que los más jóvenes y tienen como que más fuerza y más ganas de practicarlo. Ok. No sé, puedes preguntarle que si él nos puede dar un mensaje para todos los jugadores que están pensando en dejarlo y seguir el camino del entrenador en un futuro, un mensaje que nos pueda dar para todas esas personas. Tu peux dire un message à tous les joueurs qui envisagent de suivre les chemins des entraîneurs dans le futur. Alors, je leur conseille déjà de beaucoup profiter en tant que joueur. C'est des émotions complètement différentes de celles d'un entraîneur. Donc, de profiter un maximum de leur carrière de joueur, ce que je n'ai pas pu faire moi. Et après, oui, c'est de passer un nouveau cap. Donc, déjà de se former, de découvrir et de ne pas critiquer parce que quand on est joueur, on critique beaucoup, mais on ne connaît pas le rôle d'un entraîneur. Le rôle de l'entraîneur, il y a beaucoup de choses qui rentrent en cause. Le mental, la tactique, c'est un gros travail. Donc, c'est une remise en question.
quand on passe de joueur à entraîneur. Et je pense que c'est un nouveau cap. En tout cas, moi, je le conseille. Après, tout le monde ne pourra pas être entraîneur parce que c'est une autre vision et on n'a pas tous la même vision. Un joueur, c'est un joueur, un entraîneur, c'est un entraîneur. Mais en tout cas, les joueurs qui ont la passion, ils ont la vision du jeu. Je leur conseille vivement et ils découvriront d'autres émotions en restant dans le handball. Que la pasión es todo. Que mientras estén siendo jugadores, que lo disfruten al máximo porque él no pudo disfrutarlo por su lesión. Que lo disfruten y que no critiquen mucho porque cuando uno es jugador critica sin saber. Por eso es que él habla de que deben saber los conceptos. ¿Ya? Y que al ser jugador que aprendan lo que más puedan, que disfruten, que hagan lo que más puedan para luego enseñárselos a los demás. Poder compartirles ese conocimiento de jugadores que tienen. Y así. Alejandra, pregúntale que si es difícil o fácil o qué es lo más lindo del ser entrenador. Disfrutar de ver a los jugadores correr cansados, decirle profesor ya no puedo más o entrenador ya no puedo más o el pasar día a día con sus jugadores. Patricia veut savoir si c'est si c'est beau de voir les joueurs être fatigués, les écouter dire entraîneur, je ne peux pas plus, je suis fatigué. Non, 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 c'est pas spécialement réjouissant de les voir se fatiguer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'athlète donner tout ce qu'il a en lui et le maximum de ce qu'il peut donner. Ça, c'est intéressant. Et surtout puiser dans ses forces qu'il peut plus avoir, aller au-delà de ses forces. Et là, oui, là, c'est réjouissant parce qu'on se dit, la tête donne tout. Maintenant, le voir s'ouvrir, non, c'est pas du plaisir. Dice que no es el placer para nada, del todo. Pero que para él es muy grato poder ver que sus jugadores están dándolo todo de sí, todo lo que pueden, que están dándolo todo con fuerza y así, pero que no solo es el placer de ver eso. En serio, bueno, qué chévere que un entrenador nos diga eso. Alejandra, la última cosita. Pregúntale si un entrenador debe ser rígido o debe ser, no sé, flexible con sus jugadores. Elle veut savoir si un entraîneur doit être sérieux ou flexible avec ses joueurs. Alors, franchement, moi, je suis quelqu'un de flexible, c'est-à-dire je suis cool. Quand il faut être difficile et sévère, je le suis. De toute manière, avec les nouvelles générations, on est obligé parce qu'il y a la technologie. Donc, ils ne sont pas obligés de venir faire du handball. Ils peuvent faire les jeux vidéo, les téléphones. Tout a changé. Donc, il faut connaître le public et s'adapter à son public. Moi, je suis de la génération où j'avais des entraîneurs très difficiles, très sévères, des pays de l'Est, les Yougoslaves, etc., les Russes, ils rigolaient pas. Mais les nouvelles générations, que ce soit partout dans le monde entier, il faut être flexible. Quand il faut être difficile, il faut être difficile. Quand on rentre sur le terrain de handball, c'est fini, on rigole plus. C'est le handball. À côté, je peux rigoler, je peux échanger, il n'y a aucun souci. Et d'autant plus que ça rentre beaucoup dans la psychologie. Les athlètes doivent se sentir aimés et avoir un bien-être. Que él más es un entrenador flexible, que cuando son los partidos, ahí sí es todo serio, pero que ahora es flexible porque la mayoría son flexibles y que con la tecnología prefieren ver videos del deporte, hacerlo así a su manera, pero que cuando es partidos, ahí sí. Y que es flexible porque los jugadores sienten que necesitan ser amados y transmitirle ese amor al deporte a ellos. Y de ahí, eso. Bueno, yo creo que las personas que nos están viendo, están escuchando, jugadores, entrenadores, buenos jugadores, lléguenle el mensaje a sus entrenadores, no necesitan ser flexibles, no necesitan ser rígidos, digo, y sí más flexibles.
no lo maten corriendo a nuestros queridos jugadores, por favor. Bueno, quería agradecerte por estar aquí, Kevin, por brindarnos un momento de tu tiempo para estar en esta entrevista, muy amena, por cierto. De parte del equipo de Línea de 6 te queremos agradecer a los espectadores que han estado aquí hoy, viéndote, escuchándote un poco de tu trayectoria, vuelvo y repito, y de toda la experiencia vivida a través de los días, meses y años, que nos gustaría tenerte en una entrevista más, en otra entrevista más, para seguir hablando más sobre balonmano, sobre la defensa, sobre los ataques. Y nada, te deseamos los mejores de los éxitos, que en algún momento nos hemos de ver las caras, sea en Francia o sea acá en el Ecuador. Merci beaucoup de nous accorder cette interview. C'était un plaisir de parler des sports qui nous passionnent. Elle dit que en quelques moments, on va se rencontrer face en face. C'est en France ou ici en Équateur. Avec plaisir. De toute manière, comme je disais, de toute manière, le handball rassemble toute notre passion et je serais très heureux de tous vous rencontrer. J'ai beaucoup voyagé, donc j'ai même été Jamaïque, direction technique Jamaïque. Ouais, Jamaïca, pas loin de chez vous. Donc pourquoi pas vous rendre visite et de même, vous allez venir chez nous, en France, Guinée, Maroc, peu importe. En tout cas, j'espère que le handball nous réunira tous et puis qu'on échangera plus longuement ensemble. Eso es lo bueno del balonmano, porque reúne a muchas personas y porque a muchas personas que comparten la misma pasión, que espera encontrarlos, ya sea en Francia, en Guinea o donde sea, que ha ido a Jamaica, que ha conocido la técnica y que ha sido muy interesante porque aprendió cosas nuevas y que sí, espera que se reencuentren en algún momento para seguir hablando de lo que los apasiona. Claro, que es el balonmano. ¿A quién no le apasiona el balonmano? Yo me quedo con la duda antes de irnos, que si Kevin sabrá alguna palabra en español. Yo me quedo con esa duda. Pregúntale a Alejandra si sabe una palabra en español por lo menos. Elle veut savoir si tu peux parler en espagnol. J'ai Dis parlé. quelque chose. Comment me llama Kevin? Ah, je m'appelle Kevin. Je parle 1, 2, 3. J'ai appris l'espagnol au collège, mais il y a longtemps. Je comprends quand vous parlez, mais parler, c'est difficile. C'est bon. Mais en tout cas, Alexandra, good French. Merci. Gracias, muchas gracias. Otra vez agradecerles a las personas que estuvieron aquí, tomándose su tiempo. Les agradece Línea de 6 por este momento. Gracias, Alejandra, por estar aquí con nosotros, compartir hoy. Gracias, Kevin. Nos vemos para otra entrevista. Cuídense y bye. Merci pour l'entreviste, Kevin. On espère Ciao. d'avoir une autre. Ciao, muchacha. Ya. Estamos. Gracias, Kevin, de verdad. Muchísimas gracias.